Donc bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette semaine. Du coup, vous avez essayé une vidéo sur ce qui s'est passé dans l'univers de la tech au global et de la technologie même en sens large qu'on fait toutes les 2 semaines. Donc tout de suite, on y va parce qu'il y a beaucoup de choses ces 2 dernières semaines qui se sont passées. Donc le sujet le plus chaud, c'est la nouvelle augmentation de capital de OpenAI, d'accord, qui devrait se faire aux alentours d'une valo de 90 à 80 milliards de dollars selon Wall Street Journal. Donc c'est considérable, hein. Il y a assez peu de sociétés qui rentrent dans ces types de valorisation-là. D'accord. Donc il y a quelques mois, la société avait élevé 300 millions auprès de Sequoia et d'Anderson Horowitz, hein, à une valo de 29 milliards. Il y avait eu le deal en janvier avec Microsoft qui était aux alentours d'une dizaine de milliards. Microsoft détient normalement entre 40 et 49% de la compagnie. Donc ça veut dire que si Microsoft se fait un peu diluer, bah demain Microsoft pourrait avoir entre 35 et 45% de la société et d'une société qui vaudra quasiment 100 milliards. Donc c'est 35 milliards pour Microsoft. Ça commence excusez-moi. Ça commence à être des chiffres importants, d'accord, avec toujours la même chose, hein, l'entreprise qui arrive le plus rapidement à 1 milliard de revenus, d'accord. Donc franchement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se créer entre OpenAI et Microsoft. Ça va très très vite. Ne loupez pas un épisode parce que les choses sont en train d'aller vraiment à une vitesse qui est folle et qu'il faut pas louper. Ça vient juste après l'annonce d'OpenAI du nouveau DALL-E, d'accord, donc de DALL-E 3, qui permet de faire de générer des images, etc., avec un focus très très puissant sur les API qui a été amené à DALL-E 3, hein. Donc DALL-E 3 est beaucoup plus puissant quand on va lui demander de faire des corrections d'images, ce genre de choses. Ça va aussi avec une intégration entre DALL-E et ChatGPT. Pourquoi? Parce que bientôt ChatGPT pourra lire une image, d'accord. Donc ça c'est un step en avant parce que au début de l'année, ChatGPT était vraiment limité au texte. Après on a commencé à être sur des textes un peu plus longs, à pouvoir lui donner des fichiers, d'accord, complets, donc des livres complets, des fichiers informatiques avec du code, etc. C'est venu petit à petit, et maintenant, vous voyez, on commence à pouvoir donner des images, etc. Peut-être que dans quelques mois, on pourra donner des vidéos. Donc, on s'ouvre un champ des possibilités qui est quand même considérable, et la vitesse d'intégration de nouvelles manières d'utiliser l'intelligence artificielle est quand même extrêmement rapide. Et la convergence qu'on est en train de voir entre le modèle DALL-E et le modèle ChatGPT et l'IA conversationnelle, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de très puissant qui va vers une certaine uniformisation des modèles et vers l'IA un peu ultime qu'on attend tous, l'IA forte, etc., l'AGI globale, etc. Même si, attention, encore une fois, je suis pas en train de vous dire que c'est pour demain matin. Clairement pas. D'accord? La preuve, je m'en étouffe même. Mais on met les bases, d'accord? On est en train de créer quelque chose, ok? Et ça, c'est quand même très, très, très important, d'accord? Cette semaine, on a aussi eu plusieurs news mi-septembre. On a eu Google qui a annoncé que Bard allait se plugger avec les apps de Google. Donc, vous allez pouvoir utiliser Bard dans Gmail, l'utiliser pour écrire les comptes rendus de vos réunions dans Teams, etc. Pas dans Teams, dans Google. Oh, j'ai perdu le nom. Eh ben, j'ai perdu le nom. Ça m'apprendra. Mais l'équivalent de Teams et de. C'est fou ça. Et de Zoom. Donc voilà, c'est quand même important. On rentre vraiment dans l'utilisation de l'IA pour des aspects quotidiens. C'est plus vraiment pour aider juste un développeur à coder, etc. C'est de l'aspect quotidien. Ça va avec la news de Microsoft qui allait dans le même sens en annonçant Copilot for All, qui est un peu la même chose et qui va marcher avec Outlook et avec toute la chaîne
Office 365, donc Word, Excel, etc. Et c'est quand même excessivement puissant et c'est des outils qui au quotidien, bah, on les utilise souvent. Il y a beaucoup d'interactions qui se font par mail, etc. Donc il peut y avoir des gains de temps qui sont assez énormes. Amazon a annoncé aussi des outils plus ou moins simples à utiliser sur AWS, même si je juge quand même que Amazon est un peu en retard. Pourquoi Amazon est un peu en retard? Tout simplement parce que l'écosystème n'appartient pas à Amazon. Si vous voulez, l'infrastructure sur laquelle vous allez vous bâtir, c'est AWS. Ok, vous pouvez mettre vos serveurs mail sur AWS, etc. Mais c'est pas Amazon qui crée vos serveurs mail. Il les héberge juste. Alors que chez Microsoft et chez Google, il y a vraiment tout le segment. Vous avez l'hébergement. Après, vous avez les applicatifs pour faire des PDF, pour faire du texte, pour faire des tableaux, des dessins, etc. Et tout ça, c'est soit dans la suite Office de Microsoft, soit dans la suite Google Cloud de Google. Donc ça leur donne quand même un sacré avantage. Mais ça veut dire quand même quelque chose, c'est que ces boîtes-là sont forcées d'aller extrêmement vite dans l'utilisation de cette technologie-là. Et on n'est pas vraiment, comme on a vu dans d'autres technologies, sur une phase où effectivement au début, on commence à voir la technologie qui est là, on commence à l'utiliser, mais on a peur d'aller un peu trop loin. On a l'impression que là, ils sont tellement tous en train de se courir après et ils veulent tellement aller vite qu'il faut absolument amener des produits qui vont avoir un intérêt au public et essayer de faire des choses, essayer d'optimiser des pratiques et de donner un ROI aux entreprises. Et ça, c'est quand même très très intéressant et ça arrive pas si souvent dans la technologie. Souvent entre le moment où il y a un buzz et le moment où il y a une adoption massive, bah, il y a un petit temps. Et le fait que ChatGPT, enfin que OpenAI soit arrivé à 1 milliard de revenus le plus rapidement de l'histoire d'un produit, etc., ça vous prouve que là, il y a quelque chose de vraiment très atypique dans la vitesse à laquelle ça va. Alors après, attention, hein, parce que comme je le dis souvent, l'IA, on en fait depuis des années et des années. Donc voilà, il y a quand même quelque chose. Mais il y a des choses qui se passent et ça, c'est quand même intéressant et il faut le suivre. Parce que c'est pas non plus négligeable, hein. Pour Microsoft, c'est entre 10 et 30 dollars par mois en plus. Si vous multipliez par le nombre d'utilisateurs de la suite Office, c'est considérable. On est sur des milliards de dollars. Et si vous économisez ne serait-ce qu'une heure par semaine de chaque employé, vous imaginez la vitesse à laquelle ça peut aller et ce que vous pouvez réussir à gagner. Donc il y a des choses qui sont considérables là-dessus, hein. On a aussi Google qui du coup continue à avancer, hein. Donc cette semaine on a eu la news comme quoi le nouveau modèle Gemini de Google, donc vous savez c'est un modèle qui est très puissant, qui est là, dont on parle depuis un certain temps mais qui n'a jamais été montré au public. Et ben la version bêta de Gemini devrait arriver dans les semaines à venir et beaucoup de gens qui ont vu Gemini considèrent que Gemini est beaucoup plus puissant que ce que les concurrents ont montré. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que les deux grands de l'intelligence artificielle qui sont là depuis très longtemps et qui font ça depuis très longtemps, c'est Meta qui a fait beaucoup de choses et on le voit pas parce que ce que Meta, l'IA utilisée chez Meta, c'est avant tout pour de la modération, pour de l'amélioration de la publicité. Donc entre guillemets pour vous l'utilisateur, ça se voit pas vraiment. Ou là où vous allez le voir, c'est sur les réels, ça vous met les réels que vous allez aimer et ça vous connaît rapidement bien. Ça, c'est en partie grâce à l'intelligence artificielle. Chez Google, ils en font depuis longtemps parce que c'est les premiers à être arrivés à 1 milliard de revenus sur l'intelligence artificielle avec DeepMind, même si c'était de l'intragroupe, donc c'était YouTube qui payait DeepMind, etc. D'accord, mais il y avait quand même quelque chose et DeepMind, c'est là depuis 2008-9, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est assez vieux et ça fait longtemps que Google investit sur le sujet, etc. Donc ces deux sociétés-là, elles s'étaient considérées un peu en avance. Microsoft est arrivé et a été très agressif par le truchement de OpenAI parce que c'est plus facile quand vous êtes une start-up de vous libérer un peu des risques judiciaires, etc. Et comme quand vous êtes une start-up et que vous appartenez à 10, 15, 20% à un grand groupe, au pire vous faites une connerie,
la justice vous tombe dessus, le grand groupe dit bah nous on n'était pas d'accord, on leur a dit, on s'en lave les mains, la société fait faillite, ça liquide. Bon, quelques millions, quelques centaines de millions de dollars en moins pour une grosse boîte comme Microsoft, c'est pas trop grave. Mais l'arrivée a vraiment démarré la course et maintenant tout le monde est obligé d'y aller. Google était très prudent, mais il va falloir voir dans les semaines à venir ce que Gemini propose, parce que si c'est vraiment aussi intéressant que ce que beaucoup disent qu'ont vu de Gemini, ça peut vraiment être un game changer qui est important. Et on a aussi eu autre chose cette semaine, on a eu Bill Gates, d'accord, Sundar, le PDG de Google, et Sam Altman, le PDG de OpenAI, qui ont été aux USA, d'accord, pardon, pas aux USA parce qu'ils le sont tout le temps, mais qui ont été au Sénat à Washington pour discuter de la réglementation. Et vous savez une chose, je vous l'explique souvent, la réglementation, c'est vraiment clé. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, c'est encore le Far West. On utilise de l'intelligence artificielle, mais on ne sait pas vraiment. Typiquement, je vais vous prendre un exemple. DALL-E, ça fait des images par rapport à ce que ça a pris un peu partout sur Internet. Imaginons, vous êtes une société, vous dites, DALL-E c'est génial, je vais créer des publicités avec. Vous lui poussez votre propre contenu pour qu'il apprenne, mais il a aussi appris d'un contenu externe. D'accord? D'images qu'il a pris sur Internet comme ça. À l'heure actuelle, on ne sait pas dire si c'est légal ou pas. Donc si vous êtes par exemple Volkswagen et que vous faites ça, bah, imaginons la pub sort, même si une grande partie a été faite sur vos propres dessins, en prenant vos propres assets et en les mettant dans DALL-E, pour l'entreprise, pardon, et ben, il y a quand même tout le reste de l'apprentissage de DALL-E qui s'est fait sur des données qui ne sont pas les vôtres. Et est-ce que ça vous rend coupable par extension? Oui, non, peut-être. Alors c'est très très compliqué. Donc ça cape un petit peu le développement parce que certaines entreprises se disent ok, faut que j'y sois parce que clairement ça va faire la différence dans les 5, 6, 10 prochaines années entre ceux qui y sont allés au bon moment, qui sont optimisés, qui vont plus vite que les autres et ceux qui ne sont pas allés au bon moment. D'accord? Y a vraiment une différence clé. Et la plupart des CEO dans la tech ou même en dehors qui ont raté Internet ou qui ont raté le cloud vous disent faut pas rater l'intelligence artificielle. C'est vraiment le secteur où il faut être et il y a vraiment un truc où c'est tout le monde est d'accord là-dessus. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant aussi c'est que la manière dont les discussions ont été faites, ça limiterait beaucoup l'arrivée de nouveaux acteurs. D'accord? Beaucoup beaucoup. Parce que l'idée c'est de mettre des règles qui sont assez strictes surtout pour les nouveaux entrants, d'accord? Les modèles qu'on a appris sur le passé, on dirait, c'est le passé, table rase, voilà, on oublie, mais ils n'ont plus le droit d'apprendre sur ça. On pourrait enlever une partie des modèles et réessayer d'apprendre à certains modèles en partant de zéro, mais en fait, on part pas vraiment de zéro, parce que toutes ces entreprises-là, elles ont acquis de la compétence avec le temps et avec l'émergence de l'intelligence artificielle et son explosion maintenant. Donc ça rendrait juste beaucoup plus complexe pour les concurrents de faire la même chose, et ça donnerait un vrai moat extrêmement fort. Donc un moat, hein, je le rappelle, c'est un avantage compétitif extrêmement fort pour ces sociétés-là. Donc c'est à suivre, parce que si le législateur va dans le sens des gros GAFAM actuellement, c'est vraiment un très très bon coup pour les GAFAM, et ça leur apporterait énormément de valeur. Et même si on est dans une explosion du chiffre d'affaires dans l'intelligence artificielle, je peux vous dire que si en plus la légalité commence à arriver et qu'on sait comment le cadre légal est fait, ce qu'on a le droit de faire, pas de faire, l'explosion va être titanesque. Vraiment, je pense qu'on n'aura jamais vu ça. On a aussi le BCG, donc qui est un des plus gros cabinets de conseil, qui a noué un partenariat avec Anthropic, hein, d'accord, pour amener leur IA Claude sur le marché. Donc vous savez, c'était la boîte concurrente de OpenAI, qui était soutenue à l'époque par FTX, etc., qui s'est revendue en partie à Amazon. Alors moi je considère que c'est quand même pas aussi déployé et aussi développé que OpenAI. Mais par contre, commence à y avoir beaucoup d'intégration avec Amazon et c'est vraiment le player sur lequel Amazon parie pour rattraper un petit peu son retard. Mais on verra ça juste après. On a aussi Roblox qui va intégrer un LLM, donc un langage large et un chatbot pour permettre aux acteurs de
de créer des mondes. Alors vous savez, je vais répéter, hein, Roblox c'est un jeu vidéo, d'accord, dans lequel en fait c'est un peu comme un monde de Lego. Vous pouvez créer vos propres mondes dans le monde et vous pouvez créer vos propres mini-jeux dans le mini-jeu, etc. Sauf que c'est quand même une certaine complexité. Ça s'adresse certes à des enfants, on va dire de 8 à 15 ans de façon large, d'accord, même s'il y a des joueurs bien plus vieux, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué d'aller développer son propre univers, etc. Et là, ils ont créé un chatbot. Je vous invite à regarder la vidéo qui va arriver juste après. Ça vous montre un petit peu la chose. Et ce chatbot, il est quand même considérable et il facilite de manière considérable la création de contenu. Donc voilà, vous avez vu la vidéo, c'est quand même extrêmement pratique et ça c'est clé hein, parce que on va avoir des capacités de discuter avec ces chatbots et d'apprendre d'une nouvelle manière, de discuter d'une nouvelle manière, etc. qui sont considérables. Je pense que le secteur de l'éducation, c'est vraiment un secteur qui va complètement changer entre la capacité qu'on va avoir avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle et ces systèmes d'IA, etc., la manière d'apprendre, de comprendre les choses va radicalement changer dans les 25 ans qui viennent. Vraiment. Et ça, c'est considérable pour l'opportunité de croissance de l'humanité parce que vous savez que plus on est capable de transmettre de la connaissance, d'avoir de la connaissance, plus on est capable d'innover et donc de s'ouvrir des portes. Cette semaine, il y a aussi eu l'Amazon conférence, donc là-dessus on revient, hein, c'est lors de cette semaine qu'ils ont annoncé qu'ils allaient investir 4 milliards de plus dans Anthropic, d'accord, donc la solution dont je vous parlais tout à l'heure qui a fait un partenariat avec le BCG. Ils ont annoncé aussi leur nouveau Alexa avec de l'intelligence artificielle. Alors là c'est intéressant, vous voyez, c'est très intéressant parce que pendant longtemps, Amazon a eu un avantage compétitif clé, c'est sur la voix. Parce que si je prends un exemple, ici, d'accord, j'ai mon téléphone, les premiers chatbots vocaux, ils sont arrivés grâce à Google et à Apple, d'accord. Mais c'est vrai que Google et Apple ont très vite abandonné en fait. Globalement, Siri ou l'assistant de Google, vous l'utilisez pour faire quoi? Vous l'utilisez pour dire appelle machin et Siri machin ou et Siri ajoute tel rendez-vous à telle heure dans mon calendrier, ce genre de choses. Donc quand même des notions extrêmement simples. Et ces dernières années, c'est vrai qu'Alexa a pris de plus en plus de puissance avec quand même des commandes qui ont des impacts sur d'autres objets du quotidien, des commandes qui parfois sont un peu plus complexes que sur mobile, etc. Et là, ils nous ont annoncé quand même une AI Alexa pour discuter, etc. Et ça peut être très intéressant parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la plupart des concurrents sont allés sur des chatbots où il y a une fonction de chat, on appuie et puis on lui parle et voilà, mais il n'y a pas une fonction orale. Et c'est vrai que l'oral, c'est très puissant, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de problématiques de comment je vais générer mon prompt. Donc vous savez, votre prompt, c'est le texte que vous allez envoyer à ChatGPT ou à Bard ou à Anthropic ou à tous les autres modèles. Et vous savez que nous, on est plutôt les humains dans la parole, surtout au 21e siècle. Donc c'est un point qui est vraiment intéressant. S'ils arrivent à avoir un avantage compétitif sur la compréhension de la voix, la compréhension des commandes et tout ça, ça peut vraiment être très très intéressant pour Alexa. Et l'idée d'Alexa, c'est vraiment d'aller chercher ça, entre guillemets, avec la fusion de leurs modèles et de ceux d'Anthropic. D'accord ? Donc c'est quand même assez intéressant. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir à quel point rapidement ils sont capables de déployer des solutions de base dans AWS. Et vous savez, c'est ce que je vous explique toujours et c'est la beauté, entre guillemets, de ces GAFAM.
c'est que quand vous avez des gens qui utilisent votre cloud et tout ça, bah, c'est très facile d'aller cross-sell, d'aller vendre d'autres produits, d'accord? Vous allez taper un peu à gauche, vous allez vendre ceci, etc. Au même titre que la beauté au 21e, au 20e siècle du supermarché, c'était quoi? C'était de dire le client il vient chez nous, mais au lieu de lui vendre juste de la nourriture, etc., on va lui vendre la nourriture, la papeterie, les jouets, etc., etc. Et ça a fait les modèles qu'avaient créés des entreprises colossales entre les années 1850 et 2000, hein, parce que les Walmart et tout ça, c'est ça. Et c'est vraiment ces modèles-là qui se sont créés et c'est des purs modèles de cross-sell. C'est-à-dire, au lieu d'avoir juste la boucherie, j'ai tout. Donc forcément, si j'ai tout, je vends plus de fois. Parce que au lieu que le mec vienne acheter juste une saucisse, peut-être qu'il a envie de venir et d'acheter une saucisse. Mais comme il a vu des chips, comme il a vu une télé, un machin, il achète d'autres trucs. Bah là, c'est exactement la même chose avec la tech. Sauf que c'est plus difficile d'aller concurrencer. Alors que un supermarché, vous achetez le même assortiment de produits, vous montez le même bâtiment en face, qu'est-ce qui vous différencie? Pas grand-chose. Ou alors il faut que vous ayez une façon de faire qui soit très atypique. Un des plus gros qui a réussi, bah ça s'appelle Costco, parce que Costco, ils ont pris le modèle inversé en fait. Ils se sont dit on va pas faire de marge sur le produit, mais on va vendre un abonnement sur lequel on va faire de la marge, et on va vendre en très forte quantité, et n'importe qui ne pourra pas venir dans nos entrepôts, ne pourront venir que ceux qui sont abonnés. Donc ils ont renversé un peu le modèle du supermarché et ils l'ont traité autrement, d'accord? Donc ça c'est assez intéressant. Lors de sa conférence aussi, Amazon nous a annoncé une nouvelle manière de faire avec sa supply chain by Amazon, d'accord? Donc là l'idée c'est de permettre aux vendeurs de se connecter à Amazon, d'accord? Et d'avoir dans leur fonction partenaire, d'accord? Donc vous savez, quand vous êtes sur Amazon et que vous vendez à travers Amazon, vous devenez un partenaire d'Amazon. Et au début, la première chose, la seule chose que Amazon vous permettait de faire, c'était, bah, vous avez votre propre système d'expédition et vous vendez à travers la plateforme d'Amazon. Vous êtes un partenaire qui vend comme ça, ok? Ça, c'était la base. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont dit, bon, écoutez, en plus, on va s'occuper de la livraison et du stockage du produit à votre place, mais que sur des horizons de court terme. Donc vous avez nous envoyer le produit et quand quelqu'un va commander sur Amazon, on va livrer à votre place, etc. Moyennant une commission, d'accord? Et depuis quelque temps, Amazon est en train de dupliquer ce modèle de façon très très profonde parce qu'Amazon a investi pendant quasiment 20 ans dans une chaîne logistique très complexe. Ils ont surinvesti pendant le Covid en prenant des très grands entrepôts, en investissant massivement dans la robotique, etc. Et en allant un peu tous azimuts. Et là maintenant, ils essayent de créer un peu le système d'opération des vendeurs sur Internet. Donc de concurrencer les Shopify, etc. sans permettre de créer leur propre site aux gens. C'est peut-être d'ailleurs ça le problème. Mais peut-être qu'ils y arriveront à un moment où qu'ils iront, même si ça serait créer une concurrence interne avec le site Amazon. Mais par contre, sur tous les autres produits, ils sont en train vraiment de déstabiliser la concurrence parce que maintenant, dans Amazon, vous pourrez voir vos produits qui sont stockés chez d'autres gens que Amazon, en direct, parce qu'ils se sont plugués à leur base de données et ils ont acheté la data et ils vont faire tout un système. Et ça, il faut vous dire une chose, c'est ce que je vous raconte toujours. Plus on monte dans la pyramide de valeur et plus on est en haut, plus on devient plus ou moins un operating system de son, donc un système d'opération comme les Windows et macOS pour les ordinateurs, et ben plus généralement on est tout en haut de la chaîne de valeur et c'est nous qui contrôlons ce qui se passe, d'accord? Et donc ça c'est ce qu'essaye de devenir Amazon dans la livraison. Donc ils investissent massivement dans des flottes de camions, ils investissent massivement dans des avions. Là maintenant, tout ce qu'ils ne faisaient pas avant, ils ont promis de le faire à cette conférence-là. Donc, par exemple, avant, Amazon, quand vous envoyez des produits, il ne fallait pas qu'ils restent trop longtemps dans les entrepôts d'Amazon. Sinon, en fait, vous étiez blacklisté, etc. Là, Amazon, comme ils ont beaucoup plus d'entrepôts et qu'ils arrivent à gagner de l'argent, même si les produits ne rentrent pas et ne sortent pas des entrepôts de manière très rapide, etc., mais si les gens sont prêts à payer pour les stocker un petit peu, Amazon a annoncé qu'ils allaient offrir à leurs partenaires des moyens de stocker
à très long terme. Et l'exemple qu'ils ont donné, c'est par exemple, vous êtes une compagnie qui vend pour Noël, et ben avant, vous vous faisiez livrer en novembre, d'accord? Parce qu'il fallait être livré assez proche, parce qu'il fallait pas que le BFR soit trop gros, et puis vous pouviez pas stocker. Et Amazon vous offrait pas de possibilité de stocker sur 6 mois, 1 an, etc. Là, ils vont déployer ces solutions de stockage sur 6 mois, 1 an, dans leur réseau d'entrepôts, parce qu'ils ont agrandi massivement leur réseau d'entrepôts, et parce que pour certains acteurs, c'est peut-être plus intéressant d'aller acheter quand c'est en bas de cycle, que les jouets valent moins parce que c'est pas Noël, donc en mars, avril, et de les stocker et de les revendre à Noël, que d'aller tous passer commande en septembre, octobre, novembre, vous voyez. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant et vachement puissant. Et surtout, ça défocus Amazon un petit peu de cette idée que tout dans Amazon repose sur la capacité de générer du profit avec AWS, et ça crée un système de piliers, d'accord? Et c'est ce que je vous dis toujours un petit peu, la clé de ces GAFAM, c'est d'arriver à se diversifier pour être assis sur plusieurs jambes et pas risquer qu'un jour quelqu'un arrive et leur casse la tête sur un de leurs piliers et qui soit dans le mal. Donc chez Amazon, il y avait le pilier AWS, maintenant il y a le pilier monétisation des partenaires, c'est quand même considérable, hein. C'est plus de 30 milliards et c'est une croissance plus grande que 15% par an, c'est titanesque, d'accord? Et en plus, maintenant, on a la publicité, parce que comme les gens vendent sur Amazon, bah pour apparaître devant les petits copains, bah faut sponsoriser son lien, etc. Ça leur a permis d'exploser, hein. Pour donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, d'accord, Amazon, c'est 31,8 milliards en 2021 sur la publicité. D'accord? Pour vous donner un ordre d'idée, si j'enlève Google et Meta qui sont un peu uniques, d'accord? Microsoft c'est 10 milliards, Snapchat c'est 4,1 milliards et Pinterest c'est 2,6 milliards. Donc si je mets les 3 ensemble, c'est plus petit que Amazon. Donc Amazon est vraiment en train de devenir un titan de la publicité. Et en publicité vidéo aussi, Amazon est en train de défendre sa place, d'accord? Parce qu'ils ont Twitch, parce que maintenant ils ont Prime Video, et ils viennent d'annoncer tout juste à la même conférence que sur Prime Video, même si on était abonné Prime, maintenant on va avoir des coupures pub pendant les films et pendant les événements, beaucoup moins qu'à la télé, mais on va avoir des coupures pub. Ces coupures pub, c'est un moyen pour Amazon d'aller vendre, d'aller récupérer de la data, etc. Donc c'est un moyen de grossir sur ce segment-là. Et vous voyez, c'est très intéressant. Là encore, c'est la même chose. En allant avoir un client Prime que vous avez, vous gagnez de l'argent sur ce client Prime. Et puis il va plus utiliser Amazon parce qu'il est client Prime. Puis après, il va utiliser Amazon Music, Amazon Vidéo, etc. Certes, vous pouvez vous dire, ils vendent pas très cher tous ces services-là. Oui, mais si après vous pouvez arriver quand tout le monde est habitué à utiliser vos services et dire bon, alors en plus on va rajouter dès qu'il y a 1h30 de film, on va rajouter 3 minutes de pub. Bah oui, mais 3 minutes de pub, si les gens regardent que sur Amazon Vidéo et qu'ils passent du temps dessus, bah à la fin ça fait beaucoup de chiffre d'affaires. Beaucoup de chiffre d'affaires. Parce que vous êtes sur une télévision qui est mondiale. Quelque chose qui est très intéressant. Donc c'est vraiment des acteurs qui sont en train de devenir des pieuvres tentaculaires. Et quand vous réfléchissez à la stratégie de ces acteurs-là, il faut vraiment essayer de bien la comprendre. Parce que souvent, ça va bien plus loin que ce qu'on vous explique. D'accord? On continue aussi. Il y a eu une autre news cette semaine qui est assez importante. Hein. L'autre news, c'est TikTok qui a annoncé sa marketplace qui arrivait aux États-Unis. D'accord? Donc à la fin du mois, TikTok Shopping sera disponible aux États-Unis. Donc vous savez, c'est les petites vidéos qu'il y a et sur lesquelles en bas on met un petit comment ça s'appelle, un petit pop-up en disant si vous voulez acheter, appuyez là. Donc c'est tout le domaine du social selling, d'accord? Donc c'est la vente par les réseaux sociaux. C'est un domaine qui a explosé en Chine. Je faisais déjà des articles sur opportunités techno il y a quelques années. Et moi j'y crois beaucoup. Parce que quand vous êtes avec quelqu'un, bah forcément il y a un lien. C'est-à-dire que l'influenceur, il est là, vous l'aimez, vous lui faites confiance. Donc il choisit. C'est un peu le téléachat mais en 100 milliards de fois plus puissant.
Donc c'est quand même intéressant. Après, attention, parce que pour TikTok, il commence à arriver des problèmes, parce que forcément, les influenceurs, ils vendent un peu de tout de rien. Vous savez, on a le problème en France. Et il y a le problème dans tous ces pays. Il y a l'Indonésie qui a commencé à vouloir mettre des limitations à TikTok sur TikTok Shopping, etc. Donc attention quand même là-dessus. Je pense que beaucoup de gens parient sur la réussite massive et extrêmement rapide de TikTok Shopping, mais il faudrait pas qu'il arrive la même chose à TikTok que ce qu'il est arrivé à Wish, et que ce qui potentiellement pourrait arriver à Shein, qui doit faire bientôt une IPO, mais qui pour le moment la fait pas. C'est quoi? C'est que si vraiment la qualité de vos produits est trop minime, si ça pose des problèmes, etc., à terme, l'État peut arriver et dire c'est fini. Je vais dire aux magasins d'applications, aux hébergeurs, etc., de plus donner accès à votre application. Et c'est ce qui s'est passé pour Wish. Wish en France, la DGCCRF a dit les produits sont de mauvaise qualité. Elle a prévenu Wish. Wish a mis du temps à répondre. Et ce que la DGCCRF a fait, c'est qu'elle a été voir Orange, SFR, Bouygues, Free, Google et Apple. Et elle leur a dit, vous le déférencez d'Internet et vous le déférencez des magasins d'applications. Et du coup, c'est devenu très 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 compliqué pour Wish de garder des clients, etc. Donc c'est vraiment, faut faire attention quand même, parce que quand on va vraiment trop dans le low cost, ça peut être compliqué. Ça peut être très très compliqué, d'accord? Donc attention quand même à la qualité, même si pour le moment TikTok a l'air plutôt d'aller sur un modèle à la Amazon avec un peu plus de qualité, mais ça peut vite déraper, et c'est un acteur à suivre parce que ça peut avoir une importance très très rapide, et voir aussi comment le gouvernement US réagit à ça, si ça prend de l'importance et si ça prend de la part de marché aux États-Unis. D'accord? Dans les drones, on a aussi eu la FAA, donc l'autorité d'aviation civile américaine, qui a permis à Zipline International de faire des livraisons de médicaments avec des drones autonomes au-dessus et autour de Salt Lake City. Donc ça, c'est la première autorisation dans le ciel américain de drones totalement autonomes pour une utilisation commerciale. Donc c'est très très intéressant. Vous savez que les drones, c'est un secteur qu'on suit depuis longtemps. Ça a mis beaucoup de temps à décoller. Ça a beaucoup de mal pour des problèmes justement juridiques. Mais là, on commence à voir de plus en plus de choses qui avancent, et de plus en plus de compagnies qui obtiennent des droits à voler de manière autonome. Et ça peut complètement changer les choses. C'est ce que je vous ai expliqué plein de fois. Par exemple, ne serait-ce que pour Amazon, un des focus de Amazon, c'est de développer des drones qui pourraient porter des colis de quelques tonnes, etc. Donc plusieurs colis ensemble. Et d'arriver avec les autorités à négocier pour avoir des canaux aériens entre deux entrepôts, et donc de faire voler ces drones entre deux entrepôts pour faire en sorte que les marchandises puissent se connecter entre elles facilement. Et ça peut réduire de beaucoup les coûts, parce que vos drones, ils peuvent être électriques, ça fait des camions en moins, il n'y a pas d'employés. Si c'est dans un canal aérien bien déterminé, ça sera normé et tout ça, et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, sauf si votre drone s'écrase, mais je pense que ce seront des trucs qui seront prévus pour, avec quand même des moyens d'éviter les problèmes. Mais on est en train d'avancer de manière assez intéressante là-dessus, et il faut le suivre. Dans la cybersécurité, on a eu beaucoup de choses. Et c'est vraiment un secteur sur lequel aussi je suis très bullish. Alors, on va commencer par une histoire. Aux États-Unis, dans les casinos à Las Vegas, surtout chez MGM, mais c'est arrivé chez un peu d'autres aussi, les casinos, dont le strip, ont été complètement paralysés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont subi une cyberattaque et ils ont fini par être obligés de payer. Et toutes les machines à sous étaient inutilisables. Les clés pour entrer dans les chambres étaient inutilisables parce que les serrures étaient informatiques et tout ça. Et ça a été un bordel monstre. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est là que c'est intéressant. Parce qu'en fait, il y a un employé qui s'est fait appeler par soi-disant le service technique de MGM, qui a donné des informations, ce qui a permis de rentrer dans le système,
Ce qui a permis après, petit à petit, en quelques semaines, de remonter dans le système et d'arriver au cœur du réseau et donc de mettre en difficulté totalement l'hôtel. Et là, vous comprenez à quel point ça peut être une question de vie ou de mort, la cybersécurité. Parce qu'ils ont mis plus d'une semaine à se remettre correctement. Or, sur un hôtel comme le Strip, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars de perdus chaque jour. Donc vous imaginez le coût et donc forcément les efforts que vous allez intégrer en cybersécurité. Et bah ça se voit dans beaucoup de sociétés. Hein. Donc dans les sociétés du secteur, vous avez Fortinet, vous avez Palo Alto, vous avez CrowdStrike, etc., etc. Si ça vous intéresse, moi il y en a beaucoup dans mes services, donc n'hésitez pas à vous abonner à une de mes lettres et je pourrai vous dire en détail ce que je pense de chaque acteur. D'accord ? Et donc là-dedans, cette semaine, il s'est passé aussi un grand coup. C'est Cisco qui a fait une offre sur Splunk à 28 milliards de dollars. Donc Cisco est habitué au méga deal, mais c'est le plus gros deal de toute l'histoire de Cisco. Alors qu'on est soi-disant en crise, que personne ne veut rien dépenser, etc. Bon, moi, je peux vous dire une chose, c'est que si on est vraiment comme on était entre 2007, juste avant que les banques fassent faillite et tout ça, il n'y avait pas de méga deal comme ça. Hein, c'était déjà en train de ralentir très fort. Alors, pourquoi est-ce que Cisco achète Splunk? Parce que Splunk excelle dans un domaine qui est plus ou moins compatible avec Cisco. Cisco, c'est les produits physiques, le réseau, d'accord? Donc, vous achetez des switches, des machins, etc. Ok? Et les bases de données, à travers leur achat de Sun, etc. D'accord? C'est deux grands domaines de compétences de Cisco. L'avantage de Splunk, c'est quoi? C'est que les produits de Splunk, ça gère les incidents. D'accord? Donc, ça va par exemple dire, on a un piratage. D'accord? Où va la donnée? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Et en fait, Splunk va pas trop être dans le hardware, mais va être dans j'aspire toute la donnée de mon client et j'essaye d'identifier qui fait quoi, comment. D'accord? Et donc, quand je vois des événements qui sont un petit peu suspects, bah, je sonne l'alerte. D'accord? Et ça, c'est très intéressant. Parce que c'est déjà intéressant quand vous subissez une attaque, parce que ça permet de mieux savoir quelle est la porte par laquelle les gens passent, comment ça se passe, comment ils extraient la donnée, etc. Mais c'est aussi très intéressant quand vous ne faites pas office d'une attaque, parce qu'avant d'avoir une attaque, il peut se passer des choses incohérentes. Par exemple, pour le cas de MGM, bah sûrement, le mec qui s'est fait pirater au téléphone, bah les gens ont utilisé sa messagerie, etc. Et ils ont sûrement envoyé des mails avec des pièces jointes vérolées à certains de ses collègues, ou je sais pas comment, parce qu'on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, mais ils sont sûrement remontés comme ça. Et ça laisse des traces dans la donnée, parce que ça veut dire que, entre guillemets, la personne fait quelque chose qu'elle ne ferait pas d'habitude, ou elle envoie un type de données qu'elle n'enverrait pas d'habitude. Et donc Splunk, ça permet d'identifier ça et d'aller intervenir soit pendant la crise, soit en amont de la crise. Et ça, c'est considérable et c'est très compliqué parce qu'il faut gérer une masse de métadonnées considérable, lui donner du sens, et c'est très compliqué. C'est la même problématique dans l'intelligence artificielle, d'accord? C'est la masse de données, lui donner une cohérence entre elles, donner une cohérence entre des typologies de données qui ne sont pas les mêmes, qui viennent de types de codes qui ne sont pas les mêmes. Des fois ça peut être du PHP, des fois ça peut être du machin, des fois ça peut être une base de données en MongoDB, des fois ça peut être une base de données en MySQL, etc. Enfin, 50 000 manières de faire différentes qui peuvent poser effectivement des problèmes et qui sont pas simples. Donc c'est un vrai gros coup et c'est à suivre parce que dans la cybersécurité, c'est vraiment un domaine dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Et Cisco essaye vraiment de passer un peu du monde du hardware au monde du software. Ça fait une dizaine d'années qu'ils le font. C'est très compliqué parce qu'ils ont raté dans les années 2005, etc. un peu ce monde du software. Ils sont arrivés un peu trop tard. Ils ont raté surtout le monde du cloud après. Ils essayent de rattraper, mais c'est un petit peu compliqué. D'accord? L'autre point qui est intéressant, c'est que Splunk, c'est avant tout en Amérique du Nord. Et Cisco, c'est mondial. Donc ce que se disent aussi les marchés, c'est que même si Cisco a payé cher, l'opportunité, ça sera pour Cisco d'aller vendre très rapidement ses produits ailleurs. Donc ce qu'il va falloir suivre, c'est la fusion des produits entre Cisco et Splunk. Donc pour ça, c'est d'essayer de voir à quel point Splunk
va être introduit aux outils de Cisco qui sont dans le cloud. Donc ces outils-là, c'est Thousand Eyes, d'accord, et Observability de Splunk, d'accord. Donc ces deux outils, c'est des outils qui sont assez intéressants à suivre pour voir à quel point ils vont merger et à quel point va y avoir une vision de compréhension interproduit et de fusion des clients avec une vision d'upsell et de cross-sell, comme je vous le raconte souvent. On a aussi Palo Alto Securities, enfin Palo Alto Network, pardon, qui rachète encore une compagnie de cybersécurité qui s'appelle Talon Cybersécurité. Donc l'idée c'est de racheter cette entreprise aux alentours d'1 milliard, un peu plus, un peu moins, d'accord. Donc ça c'est des choses qui sont assez intéressantes. Pour la petite histoire, Talon Cybersécurité, ça développe un browser sécurisé. Donc c'est un équivalent de Google Chrome, etc. mais totalement sécurisé pour éviter que les gens se fassent pirater, etc. Ils avaient levé 143 millions de dollars, d'accord. Et leur concurrent le plus proche, c'est un acteur qui s'appelle Dig, qui a levé 45 milliards de dollars, d'accord. Dans les investisseurs de Dig et de Talon, il y avait, pour vous les citer, Lightspeed, Okta, CrowdStrike, Samsung et Felicis. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes et ça montre qu'il y a toujours une volonté dans ce secteur-là d'aller plus loin, d'investir. Et de toute façon, à l'heure actuelle, vu les risques encourus dans la cybersécurité, c'est une question de vie ou de mort pour les entreprises. C'est sûr que les dépenses vont exploser dans ce secteur-là et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Dans le gaming, la CMA a dit que Microsoft adressait avec ses nouveautés et ses nouvelles concessions une partie des problématiques. Donc il y en a beaucoup qui spéculent sur le fait que Microsoft va avoir l'autorisation de la CMA et du coup il resterait plus que la FTC aux États-Unis pour casser les pieds de Microsoft. Ça serait quand même compliqué. Donc globalement le deal pour Activision a de fortes chances d'arriver avec ce système de transmettre les contenus cloud à Ubisoft. Ce qui est intéressant pour Ubisoft, ça leur permet de recoller un peu à la taille de Take-Two et de EA. Et ça permet à Microsoft d'aider un des plus petits des géants. Donc globalement, ils vont pas donner de la puissance à Activision ou à EA ou à Take-Two. Et ils vont donner à un acteur qui est un peu plus faible. Ce qui leur permet de continuer à être tout en haut et de bien gérer. Et ça, c'est intéressant. C'est une vraie vision stratégique qu'il faut comprendre. Parce que à long terme ça vous montre quand même l'intelligence qu'il y a chez Microsoft. On a Unity aussi cette semaine, enfin ces 2 dernières semaines, qui avait une volonté de mettre en place une taxe à l'utilisation de son moteur auprès des éditeurs de jeux vidéo. Globalement ça a foutu un bordel monstre, ils sont revenus en arrière. Ça vous montre quand même toujours la même chose, les acteurs en question du jeu vidéo essayent d'arriver vers la rentabilité. Il y a un âge que j'appellerais de maturité dans la tech qui est en train d'arriver, où on se dit le chiffre d'affaires c'est bien, mais maintenant il faut faire du cash et il faut faire du résultat. Donc ça c'est quand même intéressant. C'est montre aussi une chose, c'est que tous ceux qui vous disaient que toutes ces entreprises-là ne penseraient jamais à la rentabilité, ne sont pas faites pour la rentabilité, ne gagneront jamais d'argent, dépensent trop d'argent, etc. Il y en a quand même beaucoup qui sont en train de s'améliorer. Donc voilà. Et on finira avec un petit coup de gueule. D'accord, même un gros coup de gueule. Alors ça arrivera pas toujours. J'essaye d'éviter les news trop anxiogènes, même s'il y en a, etc. Mais voilà. Mais là, je vais faire un violent coup de gueule quand même. Parce que durant la conf call de Apple, il n'y avait pas grand chose. Donc c'est pour ça qu'on en a pas parlé la semaine dernière et cette semaine. Ils ont présenté un nouvel iPhone. Bon, il est un peu moins cher. Il n'y a rien de révolutionnaire. Moi j'ai trouvé rien de révolutionnaire là-dedans. Même au niveau de la santé, j'ai trouvé qu'ils nous avaient pas présenté quelque chose de considérable. Par contre, dans la communauté des investisseurs et même un petit peu dans la communauté de la tech, mais plus dans la communauté des investisseurs, il y en a beaucoup qui se moquent. Pendant l'événement de l'iPhone 15, il y a eu 5 minutes d'une vidéo qu'on appelle Mother Nature, qui est un petit peu le nouveau rapport ESG de Apple pour essayer d'être
plus vert, plus vertueux, etc. Et tout le monde s'est moqué. Et alors, je vous avoue une chose, je suis contre l'ISR un peu bullshit. Et ça existe. Les gens qui font de l'ISR bullshit et qui nous disent pas de pétrole, pas d'armement, etc. Non, la guerre, ça existe, ça existera encore, et on est bien content quand même, quand il y a un dictateur ou quand il y a un problème, d'avoir des entreprises d'armement qui arment nos armées et d'avoir des jeunes qui pensent que la démocratie, ça mérite le fait de se battre, quitte à en mourir. On est bien content de ça. Donc il faut arrêter un peu les conneries de certains investisseurs où je lave plus blanc que blanc. D'ailleurs, généralement, eux, dans leur vie, sont loin d'être blancs. D'accord ? Donc ça, c'est déjà un énorme problème. Mais après, faut arrêter aussi l'effet inverse, où depuis quelque temps, on a beaucoup de gens qui se moquent à chaque fois qu'une entreprise fait quelque chose un petit peu de nouveau, pense un peu différemment, etc. En disant, on s'en fout, c'est pas dans le business, de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout, de l'eau qui est consommée, du machin, etc. Non, non et non. Pourquoi est-ce que je m'énerve ? Parce que chez Apple, là, ils nous ont annoncé qu'ils voulaient aller vers la neutralité carbone, mais surtout, ils nous ont annoncé qu'ils voulaient avoir un impact environnemental qui était moins fort en matériaux. Et ça, pour l'actionnaire, c'est clé. C'est clé. C'est pas une question d'ISR ou de pas d'ISR. Si demain, Apple est capable de mieux recycler ce téléphone et de reprendre les matériaux de ces téléphones pour créer des nouveaux téléphones, donc d'avoir un événement circulaire, bah il est moins sensible à la variation des métaux. Et ça lui donne un avantage compétitif vers les autres. D'accord ? Et ça, c'est clé dans le business de demain. C'est ça qui fait la valeur ajoutée des boîtes. D'accord ? Donc certes, c'est bien pour la planète, mais c'est aussi bien pour nous actionnaires et pour le business. Et les deux ne sont pas forcément antinomiques, comme on a un peu l'impression que certains vous vendent maintenant. C'est dès qu'on fait quelque chose de vert, de SG, etc., forcément, c'est à la défaveur des actionnaires, ou non, non et non. D'accord ? Et une entreprise qui se comporte vertueusement un minimum, bah, je pense qu'elle performera beaucoup moins dans les années à venir. Et je vais vous prendre un exemple, d'accord ? Ils nous ont dit qu'ils voulaient utiliser de plus en plus les bateaux. Les bateaux, c'est plus long que les avions. Donc le cycle est plus compliqué. Donc ça veut dire que votre cycle de production, vous devez mieux le maîtriser. S'ils maîtrisent mieux leur cycle de production, ça veut dire qu'ils anticipent la demande, qu'ils la comprennent. C'est un avantage concurrentiel. Autre point, ils veulent changer les tailles des boîtes. D'accord ? Ils veulent changer les tailles des boîtes. Ok ? La boîte, sans même parler de la livraison, c'est entre 1 et 2 dollars sur un iPhone. D'accord ? En gros, la plupart des sources, elles sont à 2 dollars. Donc, si vous faites le calcul, 225 millions d'iPhone expédiés en 2023 à 2 dollars, ça vous amène à 450 millions. Même si, en étant intelligents, ils arrivent à économiser 0,50 parce qu'ils mettent des plus petites boîtes, ils les conçoivent différemment, ils essayent de les récupérer en disant aux gens, bah par exemple, si vous prenez votre téléphone et que vous nous rendez la boîte directement dès que vous l'avez acheté dans un Amazon, et ben, enfin dans un magasin Apple, et ben on vous rend 1 euro ou 50 centimes, j'en sais rien. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Imaginez, ils font une amélioration de 0,50 centimes, ça améliore de 100 millions de dollars à la fin de l'année le résultat. Alors oui, il y a des gens qui vont me dire 100 millions de dollars, c'est rien, etc. Ça correspond à rien dans le PNL d'Apple, etc. Non, 100 millions de dollars, c'est 100 millions de dollars. Et une entreprise, si elle se comporte vertueusement et si elle respecte ses actionnaires, dès qu'il y a 1 million de dollars à aller chercher, même quand on appelle, et même si c'est 500 000 dollars d'optimisation à aller chercher, si ça pose pas de problème et que c'est une potentialité positive de le faire, eh ben, faut le faire. D'accord ? Et c'est pas qu'une question écologique, c'est aussi une question économique. Et il faut arrêter de dire à chaque fois et d'opposer à chaque fois l'écologique et l'économique. Les deux peuvent aller de l'avant. Et il y a eu la même chose en France, d'accord, avec LDLC, qui a instauré le congé parental, et j'ai vu des gérants me dire « Qu'est-ce qui m'épuise, LDLC, machin, etc. » Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'LDLC, c'est le turnover le plus bas de l'e-commerce,
et c'est un des chiffres d'affaires par employé le plus fort de l'e-commerce. Alors on peut tous se raconter des histoires. On peut dire ah oui, mais LDLC il pense que à ses employés et pas à ses actionnaires, etc. Je dis pas que tout est vert chez LDLC. Clairement pas. Il y a plein de choses à revoir chez LDLC et je m'en suis déjà entretenu plus d'une fois sur Boursorama et même en discutant avec le management. D'accord? Bon, voilà. On peut ne pas être d'accord. C'est eux qui ont fait la société, c'est eux qui la gèrent, je suis pas d'accord. Après, soit je décide de rester actionnaire, soit de pas rester actionnaire, ça c'est moi que ça regarde. Voilà, je vous explique si c'est dans les services, je vous dis pourquoi je le reste ou pourquoi je le reste pas. Voilà, c'est tout. Et après, libre à vous de le suivre. Vous pouvez avoir vos propres idées et les miennes sont pas forcément plus géniales que celles des autres. Mais quand même, faut savoir reconnaître la qualité. C'est-à-dire que si vous avez moins de turnover et que vous avez un chiffre d'affaires qui est plus important par salarié, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est quand même qu'il y a un truc qui va dans le bon sens. D'accord ? Donc moi je pense que là-dessus, il faut arrêter toujours à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fait, d'être dans la critique. Il y en a marre d'être dans la critique. Alors je ne suis pas pour toutes ces boîtes qui ont instauré une raison d'être, parce que moi je trouve que la raison d'être d'une boîte, c'est de gagner du pognon. D'accord? Et on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut, voilà. Mais je pense que par contre, si on réfléchit en tant qu'investisseur sur gagner du pognon sur le long terme, comme le font les gens qui sont très riches, hein, Bernard Arnault, Bill Gates, Warren Buffett, réfléchissent sur gagner du pognon sur 20, 10, 15 ans, pas sur 2 mois. Ça les intéresse pas. Et ça ne devrait pas vous intéresser. Et ça, c'est un non-sens de l'économie d'aller essayer de gagner de l'argent là à la petite semaine sur 2 mois. C'est pas comme ça qu'on construit une entreprise ou même qu'on construit ou qu'on développe un pays. C'est une vision de long terme, etc. Et c'est gagner beaucoup d'argent sur le long terme. D'accord? Bah, si c'est ça, hein, et si on réfléchit comme ça, bah, ces petites avancées, ça peut vous permettre de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que si vos employés sont contents, qui sont moins en arrêt maladie, etc., vous faites moins appel à des intérimaires, vous avez moins de problèmes de disruption de votre chaîne logistique, etc. Et à la fin, ça se retrouve dans le bénéfice de la boîte, ça se retrouve dans les chiffres de la boîte. D'accord? Donc faut arrêter avec la petite musique qu'on a depuis quelques temps, surtout depuis que le pétrole est remonté. Alors il y a quelques années, il fallait dire que le pétrole c'était la pire des choses, etc. Et maintenant il y a une nouvelle mode, c'est de dire que tout ce qui est ESG est mauvais, forcément, et naze. C'est pas vrai. L'ESG ça peut être une très bonne chose si c'est pensé pour l'avenir de la planète et si ça a une certaine rentabilité pour l'entreprise. D'accord? Et cette rentabilité, elle peut être parce que ça plaît aux salariés et que ça met une bonne ambiance, parce qu'il y a une rentabilité économique comme économiser le coût du packaging chez Apple, etc. Donc il faut arrêter un petit peu de se moquer de ce domaine de l'ESG, etc. Parce que je pense quand même que les boîtes qui vont le prendre à cœur et qui vont essayer de faire des choses et qui vont s'optimiser parce qu'elles vont penser au coût des intrants, ce genre de choses, bah, quand il y aura de l'inflation, quand il y aura des pénuries, etc., ces boîtes-là, eh ben, elles survivront bien mieux. Donc voilà. Écoutez, c'était à peu près tout pour ces 2 semaines-là. Donc il s'est passé beaucoup de choses. Je vous dis à dans 2 semaines. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas pour les membres de Elephant Investing Club à les poser sur le canal Telegram et j'y répondrai. Pour les autres, vous pouvez déposer un commentaire. J'essaye de passer de temps en temps et de faire des réponses s'il y a des questions intéressantes ou des sujets assez intéressants. Donc voilà. Allez, ciao ciao et à dans 2 semaines. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.